propose pour la lecture le texte, allez-y, notez. Le texte, enfin pas la peine de noter, c'est le cours à distance. Voilà, pour la lecture, j'ai prévu pour vous un texte très intéressant à la page 71 sur Manuel, le français au collège. C'est un texte que vous allez adorer, je suis sûre. Qui d'entre nous ne se laissait pas impressionner par les tours des magiciens? Qui d'entre nous ne pensait pas que ce que faisait le magicien, c'était vraiment de la magie? Eh bien, ce texte-là nous dira autre chose. Il a une autre thèse à nous proposer sur le métier de magicien. Voilà, lisez-le. Prenez du plaisir à le lire comme d'habitude. Et répondez aux questions. Idées. Question 1, 2, 4, 5 et 6. Question 1, quelle est la thèse que l'auteur expose ici? Thèse, ça veut dire une idée ou un point de vue. Et elle saute aux yeux dès le début du texte. Donc vous allez tout simplement nous dire quelle est l'idée qu'il défend. Question 2, quel est le but réel que veut atteindre un magicien? Parce qu'on est toujours dans le cadre de notre unité apparence et réalité. Donc il y a toujours un but apparent et un but derrière, d'accord, un but réel. Eh bien, c'est le but réel que vous allez essayer de nous montrer à travers ce texte. Question 3, pas la peine d'y répondre. Question 4, de quelle qualité essentielle un magicien doit-il faire preuve? C'est dans le texte toujours. Relevez les passages du texte qui le montrent. Quels sont les passages du texte qui montrent toutes les qualités dont doit disposer un magicien pour réussir dans sa carrière? Question 5, relevez les phrases interrogatives et exclamatives et le texte en regorge. Quels sentiments mettent-elles en relief? C'est-à-dire mettre en relief, c'est-à-dire mettre en valeur. Par exemple, en lisant cette phrase dans le texte, par exemple, la rapidité de ces gestes savent créer une troublante impression d'incompréhension où chacun se pose la même question. Mais qu'est-ce que je n'ai pas remarqué? Où les fleurs sont-elles bien pu passer? Eh bien, bien sûr, cette phrase est dite par le spectateur qui voit un tour de magie. Eh bien, quel est le sentiment qui se dégage de ces phrases-là? Je crois que c'est très, très facile. Question 6, vous allez tâcher de répondre à cette question sous forme d'un résumé, comme on a pris l'habitude de faire. Vous allez devoir nous rédiger un petit résumé de 4 à 5 lignes, pas plus. Eh bien, en répondant à cette question, la question 6, commentez la dernière phrase du texte, répondez à cette question sous forme d'un résumé. La réponse sera en même temps un résumé de tout le texte. La phrase est la suivante. Si les fleurs avaient réellement disparu, le plus étonné aurait été le magicien. Cette phrase, elle résume tout le texte, l'idée essentielle du texte. Donc voilà, essayez d'y répondre. Si vous avez bien compris l'idée véhiculée par cette phrase, essayez de la dire à votre manière, comme on a pris l'habitude de faire en classe. Vous allez dire à quoi consiste le métier du magicien et quelles sont les qualités dont il doit disposer. Et en rapport avec le thème de notre unité apparence en réalité, qu'est-ce qui est apparent dans son métier et qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qu'il nous fait voir? Mais quelle est la vérité derrière ce qu'il nous fait voir? Voilà, c'est tout. Pour la typologie du texte, je vous ai proposé 2 questions, pas plus. Question 7, de quel type de texte s'agit-il? Ça aussi, ça saute aux yeux dès le début du texte. Qu'est-ce qui le montre? Alors, si tu vois qu'il s'agit d'un tel ou tel type de texte, quels sont les indices à travers le texte? Ne cherchez pas loin, ne vous compliquez pas la vie. Ce que tu as compris, si c'est vrai ou c'est faux, on en parlera après. Mais tu n'as qu'à dire ce que tu as saisi, ce que tu as compris. Voilà. Question 9. Dans l'exemple, quel connecteur l'auteur utilise-t-il pour en marquer les différents moments? Eh bien, ça, c'est l'essentiel de cette leçon. On a déjà vu l'argumentation et plusieurs procédés d'argumentation et vous avez vous-même rédigé pas mal de textes argumentatifs. À travers ce texte, on va voir un autre procédé d'argumentation
C'est-à-dire, c'est l'exemplification. Comment est-ce que je peux défendre ma thèse ou mon idée rien qu'en avançant ou qu'en donnant un exemple. Si vous lisez le texte, vous allez remarquer qu'il commence par nous donner une idée sur le métier de magicien. Et pour illustrer son idée et pour l'expliquer davantage, il nous donne un exemple. D'accord? Et cet exemple, il prend des étapes. Chaque étape est introduite par un connecteur logique. Qu'est-ce qu'on entend par un connecteur logique? C'est une expression tout simplement. On a déjà vu, on a vu par exemple en outre, d'une part, d'autre part, etc. Eh bien, avec le procédé de l'exemplification, vous allez voir d'autres expressions. D'accord? Eh bien, vous allez les relever. Le connecteur, c'est tout simplement une expression, on les appelle aussi des articulateurs logiques, qui nous permettent de passer d'une idée à une autre, d'une étape à une autre dans le texte, de façon à avoir un texte cohérent et homogène. Voilà, c'est tout pour la lecture. Et maintenant, la grammaire. Voilà, je vous ai proposé une leçon des plus faciles, une leçon de lexique, et là où vous n'aurez pas besoin de qui que ce soit pour vous expliquer quoi que ce soit, elle est on ne peut plus claire et bien détaillée sur votre manuel, page 72. D'accord? Voilà, la leçon, c'est les racines des mots, les racines latines. Nous savons bien que énormément de mots dans la langue française dérivent de la langue française tout entière dérive de la langue latine, l'espagnol, le portugais, l'italien, le français, ce sont toutes des langues dites latines, latines ou bien romaines. Les langues latines, ce sont les langues qui dérivent de la langue romaine, dite aussi romane, parce que nous savons tous que les Romains, ils ont dominé tout le bassin méditerranéen. Et donc, les traces de cette civilisation se font toujours voir et remarquer, même dans la langue. Voilà, à travers cette leçon, vous allez pouvoir distinguer les mots contenant des éléments latins, surtout des préfixes. Cette leçon vous sera utile aussi dans les matières scientifiques, notamment les SVT ou bien la physique-chimie aussi, les mathématiques. Ils nous permettent cette leçon nous permettra ou vous permettra de distinguer les mots, les éléments et les préfixes d'origine latine et leur sens. Par exemple, si vous lisez Je découvre, on vous propose 4 termes. Altimètre, altitude. Par exemple, on remarque que ces deux mots-là commencent par le même préfixe, alt. Alt, en latin, c'est quoi? C'est haut ou bien hauteur. Donc, chaque mot qui commence par l'élément alt, on comprend qu'il a rapport avec la hauteur. La même chose pour les mots aquarium et aquatique. Aquarium, c'est un nom, aquatique, c'est un adjectif, mais les deux commencent par l'élément aqua ou le préfixe aqua. Alors, on comprend que aqua au latin, c'est l'eau. Donc, tout mot commençant par aqua est le rapport avec l'eau. Et ainsi de suite. Lisez le tableau page 72. Il vous propose une panoplie de mots d'étymologie latine, c'est-à-dire d'origine latine. Étymologie, c'est l'origine. On vous propose, comme j'ai dit, une liste de ces mots-là latins, leur sens et des exemples de la langue française contenant ces éléments-là. Voilà, et c'est pas tout, bien sûr. Après, vous allez devoir faire les exercices 1, A, B, C, D, E et 3 pages. Et l'exercice 3 pages, 44, 45. Je sais, au début, ça vous semble trop, mais après, ça devient pour vous une partie de plaisir. Vu la nature de ces exercices-là, ils ont l'air lents, mais ils sont faciles à faire. Et vous allez voir, ils sont vraiment amusants et très utiles pour vous. Je suis sûre. Voilà, c'est tout pour la grammaire. Maintenant, l'oral. Vous allez adorer l'oral, vous allez adorer l'activité que je vous propose là. Eh bien, c'est un sujet qui vous tient à cœur, un sujet que vous avez toujours envie de discuter. Le mariage, voilà, ce n'est pas l'âge pour se marier, mais c'est l'âge d'en parler.
et profitez de cette période-là où vous êtes chez vous, comme j'ai dit, de vous rapprocher de vos parents. Vous n'avez pas vécu l'expérience du mariage, mais vos parents, si, ils l'ont vécu. Eh bien, c'est le moment pour qu'ils vous parlent de leur expérience. Voilà, la page 80, les surprises du mariage. On vous propose là un dessin et vous allez devoir l'analyser. On trouvera une façon de s'échanger les idées parce que normalement, l'oral, il faut parler. Il faut savoir s'exprimer oralement. C'est l'objectif de cette séance. On trouvera une solution. De toute façon, profitez, comme j'ai dit, de cette période pour récolter des idées par-ci, par-là, surtout de vos parents. Ils ont beaucoup de choses à vous dire. Et c'est l'occasion aussi de vivre un moment convivial avec vos parents, de vous rapprocher d'eux. Voilà. Observe l'image, page 80. La personne est-elle la même dans les deux dessins? Lis les termes accompagnant chaque dessin. Vous savez, là, il y a le H qui a disparu de mon clavier. Et voilà. Comment expliques-tu le changement de couleur de l'arrière-plan dans chacun des dessins? Bon, si vous observez les deux dessins, et surtout, lisez les termes qui accompagnent chacun de ces dessins. Ils contiennent un lexique très intéressant, vous allez voir. Vous allez voir que les termes accompagnant chaque dessin sont tout à fait à l'antipode, tout à fait contradictoires. Essayez aussi de justifier le choix de la couleur de l'arrière-plan dans chacun des deux dessins. Qu'est-ce qui justifie le choix du rose pour le premier dessin et du bleu pour le deuxième? On a déjà vu l'analyse des couleurs quand on a vu l'affiche et on a dit que le choix des couleurs est aussi porteur de sens et de messages. Voilà, et je compte sur vous, je suis sûre que vous êtes en mesure d'en comprendre le message. Voilà. Les surprises du mariage, quand on a, dès le début de cette unité, quand je vous ai demandé de me donner des situations où on risque de se détromper, où on tombe dans la désillusion, où l'apparence se contredit avec la réalité, eh bien, vous étiez tous d'accord que la situation qui illustre le plus cette contradiction entre la réalité et l'apparence, c'est le mariage, surtout dans notre société. Eh bien, voilà, c'est l'occasion d'en parler. Qu'est-ce qui fait que l'image qu'on a sur une personne avant le mariage n'est pas la même après le mariage? Et là, je répète, vos parents vous seront d'une grande utilité. Discutez avec eux, demandez-leur, de vous parler de leur expérience. Est-ce qu'ils se sont trompés ou non? Voilà. En essayant d'analyser les couleurs et les dessins, surtout le choix des couleurs, on a déjà parlé de ces détails-là quand on a étudié l'affiche. N'oubliez pas les facteurs psychologiques, sociaux, les clichés aussi. On a aussi parlé des clichés qu'on se fait sur les personnes et sur les phénomènes dans notre société. D'accord? Alors, vous allez devoir évoquer tous ces éléments-là en analysant le choix des termes et le choix des couleurs. Question 3. Le mariage est l'une des situations sociales où l'on tombe souvent dans la désillusion. Pourquoi, à ton avis? Je répète, demandez-les de vos parents. Bien sûr, la réponse doit se faire oralement. Donc, préparez-vous à un débat. L'activité 2, un poème des plus faciles, mais aussi il a un rapport très étroit avec le thème de notre unité apparence-réalité. Regardez la pomme, comment elle est de l'extérieur et comment elle est de l'intérieur. Le premier exercice à faire, c'est de lire le poème aussi expressivement que possible. Je vais essayer moi-même de vous faire une lecture expressive. Voilà. Une pomme rubiconde se pavanait, proclamant qu'elle était le plus beau de tous les fruits du monde, le plus tendre, le plus charmant, le plus sucré, le plus suave.
Ni la mangue, ni la gave, le melon délicieux, ni l'ananas, ni l'orange, aucun des fruits que l'on mange sous l'un ou l'autre des cieux n'avait sa chair exquise et sa vive couleur. On ne pourrait jamais lui trouver une sœur. La brise répandait alentour son arôme et sa pourpre éclatait sur le feuillage vert. Oui, c'est vrai, c'est bien vrai, dit un tout petit vers blotti dans le creux de la pomme. C'est un poème de Pierre Gamarra. Voilà, j'ai essayé tant bien que mal de vous faire une lecture expressive du poème. Et voilà, je vous lance un défi. Essayez de lire le poème de façon plus expressive que la mienne. Voilà, tout simplement. Question 2. Quel proverbe français peut-on proposer comme titre à ce poème? Voilà, on a donné un titre si simple, la pomme. Proposer un autre titre parmi tous les proverbes qu'on a vus qui ont rapport avec notre thème apparence et réalité. Et enfin, vous savez bien ce qu'on fait à la fin de chaque séance de poésie, mémoriser le poème. Et je suis sûre que là, vous allez le faire avec beaucoup de plaisir. Voilà. On passe maintenant. J'ai comme l'impression d'avoir oublié une consigne à vous donner qui a rapport avec ce poème, mais bon, je vous le dirai après si je m'en rappelle. Je trouverai un moyen de vous le dire. Oui, c'est d'essayer, quand vous allez trouver le proverbe approprié à ce poème, essayez de voir le lien entre le thème, le sujet ou l'histoire qui est racontée par ce poème et le thème de notre unité, apparence et réalité. Voilà, c'est tout pour l'oral. Et maintenant, l'expression écrite. Bien sûr, il s'agit de rédiger, un entraînement à la rédaction. L'objectif de cette séance d'expression écrite, c'est d'utiliser convenablement les repères typologiques dans la description d'un support. Qu'est-ce qu'on entend par les repères typologiques? Eh bien, pour le savoir, je vous renvoie à la page 99, texte « Je découvre ». Je vais... c'est pas 99, pardon, c'est 79. Voilà, je vais essayer de vous lire le texte. Il a rapport avec l'histoire de l'oncle d'Amérique. On sait bien que l'oncle d'Amérique a choisi de partir avec sa nièce, la jeune veuve. Eh bien voilà, le texte page 79 nous propose une description de la demeure ou la maison où habite cette jeune veuve. Alors, en lisant le texte, essayez de voir l'impression qu'on vous donne sur cette maison. Quelle est l'impression ou bien le sentiment ou l'image que le texte ou la description contenue dans le texte vous donne sur cette maison. Alors voilà le texte, je vous fais une lecture. « C'est ici, oncle Michel, dit la jeune veuve en désignant une vieille maison en assez piteux état, à un seul étage. L'oncle arrêta sa nouvelle et superbe automobile devant une petite porte dont la peinture s'écaillait. Il descendit de voiture, s'éloigna un peu de la maison et se retourna pour l'observer. Coiffée d'un toit dont certaines tuiles cassées risquaient de tomber sur la chaussée, la maison paraissait assez laide. À l'étage, une série de toutes petites fenêtres, aux volets autrefois rouges et dont certains pendaient piteusement, barraient la façade aux pierres noircies par les intempéries. Au rez-de-chaussée, des grilles rouillées obstruaient toutes les ouvertures et faisaient irrésistiblement penser à une prison. « Je serai très bien ici, » dit tranquillement l'oncle. Voilà, donc, je vous propose de lire le texte. Et pour mieux le comprendre et comprendre aussi les repères typologiques, répondez aux questions 1, 3, 4, 6, page 99. Voilà. Question 1. Qu'est-ce qui est décrit dans le texte? Question 3. Qu'est-ce qui, dans la première phrase, annonce la dominante de cette description? Qu'est-ce qu'une dominante? Bien sûr, quand le choix des adjectifs qu'on utilise pour décrire une personne ou un lieu ou n'importe quoi,
ce choix, il n'est pas gratuit et il n'est pas innocent. D'accord? Quand je dis une jolie fille, j'ai envie de donner une impression chez mon interlocuteur. D'accord? Et présenter cette fille comme étant jolie, comme étant belle. Maintenant, quand on décrit la maison comme étant vieille, son état comme étant piteux, disposant d'un seul étage, les tuiles comme étant anciennes, noircies, les grilles rouillées, la comparant à une prison, quand on dit « il faisait irrésistiblement penser à une prison », quelle est l'impression que cela nous donne sur cette maison? Eh bien, cette impression, ce sentiment qu'on a envers cette maison, c'est ce qu'on appelle la dominante descriptive. D'accord? Donc, voilà, je répète, la dominante dans une description, c'est l'effet, l'impression, le sentiment qu'on cherche à nous donner sur une chose, un élément ou un lieu, une personne, à travers une description. Quand je détermine la dominante ou l'impression que je cherche à donner sur cet élément, là, après, je choisis les termes et je choisis les adjectifs et tous les moyens langagiers qui me permettent de transmettre cette dominante. Voilà. Et c'est ce que vous allez devoir exécuter en rédigeant votre texte. Autre chose, les étapes de votre texte ou bien la structure de votre texte. Eh bien, lisez le tableau, j'apprends, page 79. Voilà. À travers ce tableau, et en lisant le texte d'abord, vous allez voir que Oncle Michel, on a décrit la maison à travers la vue ou les yeux de l'oncle Michel et on comprend qu'il a vu la maison du haut vers le bas. Il a commencé par décrire le toit, puis l'étage, puis le rez-de-chaussée. C'est-à-dire que cette description se fait selon une vision qui va du haut vers le bas. Et on peut faire le contraire. On peut décrire une maison du bas vers le haut, ou bien de la gauche vers la droite, et ainsi de suite. Eh bien, le tableau, j'apprends, vous propose énormément de sens de cette description, qui peut aller de bas en haut, au dos en bas, du plus proche au plus lointain, ou inversement. Une description circulaire, c'est-à-dire du devant, derrière, sud, nord, l'est, gauche, à droite, à l'ouest, ou bien du milieu vers les côtés, d'accord, ou d'avant vers l'arrière. Et on vous propose aussi toutes les expressions nécessaires à n'importe quel sens de description que vous aurez choisi. Voilà. Maintenant, on passe à la rédaction. Je vous propose l'exercice 4. Page 44. Non, l'exercice plutôt 9, page 44. Vous allez lire le tableau 4, page 79. Et ce tableau-là va vous aider à mettre une structure à votre texte. C'est-à-dire, tu dois d'abord déterminer deux choses avant de rédiger ton texte. D'accord? La première chose à déterminer, c'est la dominante. Est-ce que tu veux donner une image positive ou négative au lieu, parce qu'on va vous proposer de décrire un lieu. Est-ce que tu veux donner une image positive, améliorative, ou bien une image péjorative, négative à l'endroit que tu vas décrire? La deuxième chose, c'est la structure de la description, le sens de la description. Est-ce que ça va aller du haut vers le bas, comme a fait l'oncle Michel, ou bien du bas vers le haut, ou bien, voilà, le tableau page 79 vous propose une multitude de sens et de procédés de la description. Et aussi les repères. Les repères, ce sont les moyens, les expressions que vous pouvez utiliser. Voilà, faites l'exercice 9, page 44. Et bien voilà, la page 44, je vous lis la consigne. On vous propose un paysage. Elle est là claire dans l'image. Et la consigne est la suivante. À partir de la photo ci-contre, imaginez un récit qui comprendra une description. Donc, votre texte doit être essentiellement narratif. Et là aussi, c'est une technique à maîtriser. Comment je peux rédiger un texte narratif qui raconte une histoire et tout en y intégrant un passage ou un fragment descriptif. Donc, votre texte doit être
narratif. Et on a déjà vu le schéma narratif. Une situation initiale, un nœud ou un élément perturbateur et péripéties, puis une situation finale. Vous n'êtes pas obligé de respecter tous les éléments du schéma narratif. Vous pouvez vous contenter d'une situation initiale ou bien commencer votre texte par une description. Quand bon vous semblera. L'essentiel pour moi, c'est de trouver une narration avec une description. Voilà. Appliquez les techniques de composition que vous avez apprises et notamment la mise en évidence d'une dominante par l'emploi d'une énumération d'adjectifs qualificatifs, de compléments du nom et de la subordonnée et de subordonnée relative. Voilà, ce que j'exige de vous, ce n'est pas d'utiliser les compléments du nom de subordonnée relative, seulement ce que je vous demande, c'est de choisir et déterminer une dominante descriptive pour votre texte. D'accord? Votre texte, votre description ne doit pas être arbitraire. Mais vous devez d'abord déterminer l'impression et l'effet que vous cherchez à produire chez votre auditeur. Est-ce que vous cherchez à donner une belle image de l'endroit que vous allez décrire ou bien une image négative? D'accord? C'est ce qu'on appelle la dominance. Bien. Et le choix des expressions et des adjectifs se fera selon cette dominante. Et aussi un sens, donner un sens à cette description. Est-ce qu'elle doit aller du haut vers le bas, comme l'oncle Michel, ou bien n'importe quel autre sens? C'est pas ce qui manque sur le tableau, page 79. Il vous propose énormément d'idées et tous les moyens langagiers nécessaires. Voilà, bonne chance et on trouvera un moyen très prochainement de discuter et aussi de s'échanger les réponses. Voilà, allez-y, faites preuve de patriotisme, restez chez vous autant que possible et passez le bonjour à vos parents et à toute la famille. Allez-y, gros bisous, au revoir.